Alors salut Luc, Salut Michel. comment ça va? Bah écoute bien, malgré toutes ces petites perturbations de fin d'année, plutôt pas mal. Alors raconte-nous un petit peu comment t'es venu au métier d'ingénieur du son et de producteur de musique. Qu'est-ce qui Alors, t'a amené à faire je ça? suis né dans une famille de mélomanes, pas d'instrumentistes, mais d'amateurs de musique. Mon père était maintenanceur audio aussi, donc j'ai grandi avec des amplis, des enceintes, un environnement où il y avait beaucoup de musique. Mais moi je préférais la guitare au départ, et c'est comme ça que je suis arrivé au studio, où j'ai suivi les conseils de mon père qui me disait mais guitariste c'est bien, mais prends-toi un plan B quand même. On ne sait jamais, peut-être des métiers techniques autour de la musique. Donc j'ai pu rentrer comme assistant à l'époque, j'avais 19 ans et demi à Latitude 101, actuellement Studio Dealer, qui était à l'époque un studio de musique tenu par Jean-Michel Bittard, un ancien d'Acousti, et Ronald Rubinel, un producteur de zouk. Donc je me suis retrouvé à 19 ans et demi là-bas, guitariste musicien avec un petit background technique, mais avec un vrai studio, 48 pistes digital, où il fallait faire les séances, assurer tout. Et bah là, j'ai découvert la production, l'ingénierie, mais en même temps tout ce qu'il y avait autour, qu'on ne devine pas quand on joue d'un instrument dans son coin. Voilà, donc je me suis rendu compte que cet aspect-là me plaisait plus que jouer d'un instrument, tout simplement. J'aime toujours autant jouer d'un instrument, mais l'ensemble et la production, tout le déroulé, était quelque chose qui me plaisait beaucoup plus au final, qui me procurait plus de plaisir et d'intérêt que simplement être un instrumentiste. Tout Et simplement. Donc, je suis resté là-bas, j'ai fait 2 ans comme assistant, à peu près 2 ans comme ingénieur maison, des séances en freelance, un petit peu sur des studios parisiens à l'époque. Puis j'ai arrêté vers les années 2000, vers la crise du disque, plein d'autres métiers autres. Je suis parti de Paris pendant à peu près 7 ans, j'ai habité en République tchèque, en Hollande, en Allemagne, je me suis baladé un peu au gré des rencontres, musicales ou pas. Et je suis revenu à Paris en 2005. Entre-temps, la musique avait beaucoup changé. Le live s'était énormément développé. Moi, c'est ce que j'avais vu avec cette pause un peu professionnelle. Et je me suis mis à faire de la régie aussi, à faire des lumières. J'ai bossé pendant 6 ans au point éphémère. J'ai fait énormément de groupes, vu énormément de scènes, découvert plein de styles en même temps, parce que les programmations ne sont pas forcément nos goûts. Donc ça nous ouvre encore tout autant que le studio, on peut découvrir des séances. Entre-temps, j'avais des amis qui jouaient dans un groupe qui s'appelait Turzé à l'époque, dont un qui est Arthur Péchaud, qui avait fondé Pan-Européen entre-temps, et qui se trouvait être en résidence au point éphémère. Donc on se voyait assez souvent, et c'est un peu comme ça que j'ai pu croiser Nicolas Kerr ou Flavien, car lui entamait un peu une autre phase dans son label, moins progressive et plus ouverte sur d'autres styles. Il faisait beaucoup de krautrock, de choses progressives au départ sur ce label. Et donc de but en blanc, on a commencé de collaborer par le biais du point éphémère, tout simplement. tu parlais aussi de musique électronique tout à l'heure. Tu as aussi collaboré avec Maud Jeffrey. Ouais, alors c'est T'as lui. composé avec elle. Alors il y a des titres que j'ai aidé à finir. Je vais raconter l'histoire et le contexte parce que c'était assez spécial et particulier encore. Au départ, c'est le Louvre qui avait contacté Maud Jeffrey pour la commissionner pour créer un court-métrage musical avec l'aide de Jamie Harley, qui est un petit peu le monsieur vidéo de panne, un collaborateur ami de très longue date de cette bande. Et donc on s'est retrouvé à avoir affaire à Maud avec ses quelques maquettes faites sur Ableton, sur son Mac. Et, enfin, ses compositions étaient faites. C'est pas une grande technicienne, c'est une bonne musicienne, mais voilà, comme d'habitude, le côté geek, les musiciens, et c'est très bien comme ça, n'approfondissent pas trop. Et donc se retrouver avec ces maquettes, un délai assez court parce que on avait Jamie qui tournait les images donc en Laponie. En même temps que nous, on faisait la musique. Donc en fait, on a fait la musique d'un court métrage sans les images. Et donc ça a vraiment été après tout un travail de montage pour adapter, etc. Faire que l'image suive vraiment la vidéo, mais sans que ça fasse non plus un clip de 25 minutes. Donc c'était un beau challenge. Et donc on a remis un petit peu, fait tout le sound design des voix, beaucoup créé toutes les ambiances. Elle venait vraiment avec une ligne de synthé, un beat, des fois réussi, donc on gardait, des fois pas. Et on s'est retrouvé après à avoir à faire des séquences complémentaires très rapidement. Elle avait déjà mis toutes ses énergies, donc je l'ai aidé plus ou moins à composer certaines lignes de basse, à sortir un peu des, voilà,
l'aider à finaliser vraiment les idées et les séquences dont on avait besoin. Donc ça, par exemple, c'est un bon exercice. On a beaucoup travaillé sur les textures de voix sur cet album au départ. Par exemple, ça, c'était voilà, un boulot pour lui trouver. Elle ne chantait pas avant. On a réussi à la persuader avec Arthur Péchaud de chanter. Et donc, c'était un peu son premier disque où elle mettait sa voix en public, qui est très belle, ça fonctionne très bien. Et voilà, tout le boulot aussi de réalisation consistait à lui faire prendre confiance, à lui laisser la marge suffisante de censure un peu de ce qu'elle voulait dévoiler de sa voix et de pouvoir construire quelque chose de sympa aussi avec tout ça. Donc c'était pareil, un boulot ouais, de sound design, de réal, d'ingénierie, d'interface aussi avec Jamie où il fallait qu'on arrive à finir dans les temps, livrer le court métrage dans les temps, ce qui était un bon challenge aussi. C'était tellement réussi que ils ont décidé d'en faire un album. Donc après, il y a quelques morceaux qui ont été rajoutés. Moi, j'avais déjà épuisé beaucoup d'énergie. Je sais plus qui a finalisé les tout derniers mix, les derniers 15% qui nous manquaient un petit peu. On n'avait plus du tout de recul d'ailleurs. Passé tellement de temps à s'arracher les cheveux sur tout ce qu'il y avait à faire avant. Et l'album est sorti comme ça. Voilà. Et pour ce mois-ci, tu vas mixer Domingo Mariani, qui est aussi un des membres des Baby Rainbow. Ouais. Comment tu rencontrais cet artiste-là que tu vas mixer pour ProMix Live fin du mois? Alors, c'est une longue histoire. À l'époque, je louais une cabine dans le 18e, et eux louaient un autre studio à côté pour répéter avec d'autres groupes. Et donc, on se croisait, toute une petite bande de musiciens beaucoup plus jeunes que moi, mais que je vois toujours et que je suis toujours. Et donc, à l'époque, ils faisaient partie d'un groupe qui s'appelait les Thunder Lips, que produisait Basile, Juan Trip, l'artiste, très 60s, très surf, un peu. Et bon, voilà, j'avais sympathisé avec tous ces musiciens. Lui est parti en Australie. Entre-temps, moi, je continuais de voir d'autres membres du groupe que je croisais. Et quand il est revenu d'Australie, il avait ce projet. Et donc, on s'est retrouvés. Il est venu me voir parce que bah, il avait besoin de mettre en forme ses projets. Et naturellement, ça, c'est une partie d'un projet plus global qu'il a. Où il y a aussi de l'anglais, du français, des sons plus hip-hop un peu comme Earl Sweatshirt par exemple, ça parle peut-être pas, mais un petit peu plus lo-fi encore. Il a un grand goût pour. On partage ce goût des choses jolies, les salir un peu. Les- En termes de son, et pareil, chercher un petit peu, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il est venu avec ce projet qui avait été enregistré à Melodium Studio. Je ne connais pas l'ingénieur, mais les prises étaient tout à fait bien, donc tout le monde dans la même pièce, en condition de live, et enregistré quand même dans les règles de l'art. Une matière, voilà, il y avait une base très saine où justement là l'exercice pour lui, quand on écoute le disque, justement, c'était vraiment d'aller dans des directions beaucoup très extrêmes, de casser ce côté un peu joli, sympathique et hi-fi. Donc ça c'est un de ses projets. On en a fini un autre où là c'était plus orienté hip-hop, qui n'est pas encore sorti. Mais c'est quelqu'un qui est très prolifique, qui est pareil, qui jette beaucoup d'idées, qui est très productif et dont on essaye d'orienter dans des flux esthétiques ces projets pour que ça garde quand même une unité dans tout ça. Donc on s'est retrouvés ouais, vraiment après son retour d'Australie, et on a enchaîné quelques projets ensemble, dont celui-ci. Et ce morceau que j'aime beaucoup, qui a une certaine ambiance sympa. Et qu'est-ce qui est pour toi le plus compliqué dans ce métier? Ah, je ne t'entends plus. Et qu'est-ce qui est pour toi le plus compliqué dans Ah. ce métier? Euh, Bien rationaliser son temps quand on est freelance. Bien garder, pas tomber dans la tentation de prendre tous les projets qui nous sont présentés bah, parce qu'il faut bosser, il faut avancer, parce que on est connu pour ce qu'on fait, et plus on fait quelque chose, meilleur on est, et les gens nous connaissent
pour ces choses-là. Donc, si on se disperse trop, en fait, on a un peu le type qui fait un petit peu de tout, mais rien pour lequel les gens vont venir vous payer. C'est-à-dire qu'il y a une partie des choses pour la musique où les gens vont pouvoir le faire chez eux, ce petit peu. Au bout d'un moment, on a les outils maintenant à la maison pour faire. Donc, c'est pour ça qu'une certaine spécialisation, sans rentrer dans des trucs hyper pointus, je fais du slow, du mat rock uniquement et que ça va être compliqué d'en vivre. Il y a quand même des champs de musique sur lesquels on comprend et aussi voilà en fonction de l'ouverture musicale de chacun on comprend le message musical de la personne ou pas et donc c'est d'arriver quand même à garder cette constante tout, moi à pouvoir continuer toujours à développer ça d'une manière je dirais ouais qui apporte un intérêt réel et qui n'est pas non plus un boulot de pouce-bouton comme on ferait à France 2 à lever un micro à 20h tous les soirs ou qui est plus un boulot alimentaire je dirais qui n'est pas un boulot voilà technique pure d'opérateur. Quel cas là, moi, c'est pas un aspect qui me passionne vraiment. Je dirais, voilà, avoir une juste balance entre voilà, du job que tu peux avoir alimentaire et toujours garder, pas prendre le tout venant pour dire, ok, voilà, j'ai fait des mix pour n'importe quel projet. Il faut quand même qu'il y ait, je trouve, un intérêt réel pour les deux parties. Sinon, il se passe pas grand chose de toute façon. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de. Donc c'est Puis ça arrivé reste un métier de aussi à passion. trouver les artistes et les voilà. Il y a quand même ce faut qu'il y ait cet intérêt-là, sinon je ne vois pas trop le ouais. Ouais ouais non je réfléchis en même temps, mais la vraie aussi c'est d'arriver à pas se sous-estimer souvent quand on démarre, quand les gens démarrent leur activité. Moi je vois ils veulent tu veux choper tout le boulot qu'il y a et donc tu vas prendre plein de mix à pas cher, plein de choses que tu vas faire pour te faire un portfolio, pour te construire un peu une clientèle. Mais tout travail mérite salaire, et c'est tout à fait normal, mais quand même, c'est bien d'orienter dès le départ les directions des choses qu'on sait, qu'on aime faire, on a les codes, les goûts, la maîtrise, parce que c'est là qu'on construit une vraie valeur ajoutée et qu'on peut démontrer vraiment à la personne, même si on démarre, que voilà, tu es venu avec ça, tu es parti de ce point A, moi je t'ai emmené à ce point B, et qui te permet, qui valorise ton travail et qui te met sous un certain éclairage. Et donc la difficulté, c'est de trouver des gens qui vont aussi être dans la compréhension. Si on travaille avec des groupes amateurs, ils ont des fois des visions un peu biaisées de certaines choses. Et il y a beaucoup de fantasmes. Mhm. Donc c'est d'arriver à travailler avec des gens sur lesquels on peut communiquer, essayer d'effacer ces fantasmes, les confronter à la réalité, voir comment on peut arriver à vraiment les amener à ce point B où on a vu où ils voulaient aller. Et donc, comment humainement, ça aussi, ça peut être compliqué. Tout dépend où on est. Moi, je suis en région parisienne, il y a une masse de travail qui est beaucoup plus grande que à Poitiers. Mais il y a des musiciens à Poitiers, il y a des groupes et il y a des choses intéressantes qui se font aussi. Il suffit de se donner la peine des fois de chercher. Il y a plein de choses. D'ailleurs, je file un tips intéressant sur Bandcamp. La localisation par genre se fait aussi géographiquement. On peut trouver les groupes de Ah ouais? métal à Poitiers par Ah Bandcamp, bon, ce qui est d'accord. un outil assez précieux. Je tiens à le dire, et pour les musiciens pour se retrouver dans une scène, et pour voilà, les producteurs ou aspirants producteurs pour contacter un peu les gens. On vient de débarquer dans une région, des fois c'est pas évident de pouvoir trouver terrain de pratique aussi pour les amateurs éclairés. Ça c'est pas mal pour premières prises de contact dans des endroits, ça fonctionne. Donc je dirais, voilà, la vraie difficulté, c'est de trouver des terrains de jeu intéressants. Pour résumer, pour moi, c'est plutôt ça. Sinon, j'aime beaucoup faire le spectacle vivant, tout ce qui est la contrainte du plateau. Donc des fois, je fais beaucoup de plateaux sur des festivals ou avec des artistes qui me plaisent, que j'ai envie de voir. Et ça, c'est pareil, on rajoute un petit peu d'énergie de live. Toujours Charles de Schutter continue de faire beaucoup de sonos, par exemple. Je trouve que ouais, c'est important de rester connecté à l'énergie primaire. Sinon, on n'a pas de référence pour capturer ça en studio après. On n'a pas ce retour à la réalité brute et primaire de un ampli, une batterie, un endroit, et des gens qui regardent en buvant une bière tranquillement un concert, quoi. Voir avec la magie du lieu qui s'opère aussi sur certains endroits mythiques, c'est bien de garder un pied là-dedans. Et qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant pour toi quand vous avez fini un album
Qu'est-ce qui, pardon? Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant pour toi dans le métier? Parvenir à l'objectif qu'on s'était filé au départ, c'est-à-dire, moi je fais beaucoup de développement d'artistes, c'est d'arriver à lui faire passer le step supérieur, le deuxième album, qui vole de ses propres ailes, et qui, voilà, je trouve que ça, quand on le voit s'envoler, quand on voit Flavien Berger à l'Olympia, quand 3 ans avant on bossait sur des premiers EP, ouais, c'est des super récompenses, ou Maud qui continue de faire ses albums et qui continue de développer, je trouve que c'est hyper gratifiant de servir de catalyseur artistique. Moi, pareil pour voilà, enfin, Domingo Mariani dans son projet. Moi, j'aime beaucoup suivre les gens sur du long. On va pas forcément faire tous nos projets ensemble, mais on se suit du long et on se recroise toujours. Je trouve que c'est cet intérêt, ouais, de lancer les choses. C'est ça le plus gratifiant, je trouve. Et pour un jeune groupe ou un jeune producteur qui voudrait débuter, qu'est-ce que tu conseillerais comme config minimum pour pouvoir commencer à travailler et être déjà productif au niveau matériel? Alors tout dépend s'il veut juste faire de la musique électronique, de la MAO tout simplement, ou s'il veut commencer à faire enregistrer des guitares-voix ou des batteries. Ça c'est. Mais une Fireface d'occasion, un portable avec un Core i7 correct, 16 Go de RAM, une Do. Reaper est pas mal, est pas très cher, mais c'est un peu une usine à gaz. J'ai regardé Studio One, ça a l'air pas mal. Enfin, une Do, un recorder multipiste. Flavien Berger, par exemple, Léviathan, ça a été mixé dans GarageBand. Ça a été composé, tout a été composé dans GarageBand, hein. C'est un peu un enfer pour les fans, mais c'est un bon magnéto, quoi. Donc après, c'est simplement un magnéto et pas hésiter à réfléchir à ce qu'on va faire avant, surtout. C'est plus une méthode qu'une config minimum. Il y a un starter kit quand même de réfléchir beaucoup quand même avant à ce qu'on va faire. Pas faire en se disant, ah non, en fait, non. Si je fais ça, pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je construis? Après, franchement, que ce soit Ableton, Logic, ils ont tous à peu près les mêmes fonctionnalités, la même utilité. Donc ça faut tester à chacun. Pas hésiter des fois à prendre des cours d'initiation pour gagner du temps, pour s'éviter un peu le truc rebutant. Mais voilà, c'est giga de RAM, encore i7, i5 nouvelle génération. Je suis pas trop un grand geek, donc c'est vraiment, c'est plutôt voilà avoir un portable correct, une Focusrite, si on veut juste faire quelques voix avec un micro statique à peu près potable et plein de temps pour pratiquer. Et regarder des vidéos de ProMix. Mais surtout ça, plein de temps et pas hésiter à investir sur l'éducation sur soi. Je continue pareil, moi, de regarder plein de choses, de toujours chercher, de continuer à apprendre ce que j'entends et que je ne comprends pas comment la personne a fait. Ça, c'est constamment de toute façon. Filer des cours aussi, parce que ça nous fait réviser nos bases et on redécouvre d'autres choses aussi, revoir ses bases un petit peu, toujours. Il y a toujours des trucs qui nous échappent, qu'on n'a jamais approfondis. Moi, je suis un grand autodidacte. J'ai vraiment été assistant, j'ai pas fait d'école, donc j'ai vraiment bouffé les manuels en comprenant la moitié des trucs, en revenant dessus, en faisant, en disant ah ouais, ok, d'accord, ça. Il y a beaucoup de. Je trouve que l'auto-éducation comporte une grande part. Parler anglais, c'est vachement bien, parce qu'on a accès aussi à tout l'univers anglo-saxon qui est très très fourni. Tu le sais aussi, je pense que tu as Très pas mal riche. digué dans ce Hmm. domaine, donc c'est quand même un grand plus. Il y a des, voilà, il y a des comme, choses très intéressantes qui se font. Des fois, des petits tutos. Là, je suis tombé sur un truc par hasard tout à l'heure, sur un mec qui faisait des wavetables de voix avec Serum. Où je suis tombé dessus par hasard, mais qui était intéressant et qui est vraiment un truc sur 5 minutes, quoi. Donc, ouais, voilà, beaucoup de temps et un casque. Un casque de bonne qualité. On ne peut pas souvent avoir une bonne acoustique. Donc, vraiment, on est débutant, on ne sait pas trop si ça va être notre truc. Un casque correct. Si on voit que ça nous plaît, on sait déjà, on connaît un petit peu, peut-être une paire de petites enceintes de monitoring pour s'affranchir des modes de la pièce. Plus les boomers sont petits par rapport au filtre, meilleur on a aussi un rapport entre les médiums et les aigus dans le crossover dans l'enceinte. Donc on aura un champ des médiums qui est la plage la plus importante pour nous et à laquelle on est la plus sensible, qui sera juste, qui sera linéaire. Je vois par exemple des petits MSP5, je les avais mesurés avec Romiku Wizard, c'est assez plat quoi. Ça descend pas non plus très bas, mais là on a le casque pour vérifier, mais ça donne déjà une idée, et c'est du vrai near field, donc si on le colle
pas trop loin et on met pas trop fort pour exciter les modes de sa pièce. Par exemple, ça peut être des HS5 aussi ou des petits Terris. Faut tester un peu en fonction de ce qu'on a autour de chez soi et de ce qu'on peut essayer en fonction de chacun. Tout le monde n'est pas dans des grandes villes. Voilà, je recommanderais plutôt une petite paire et un casque pour vérifier le bas. Les stocks plugins au départ. On peut faire déjà énormément avec les plugins de base. Et il y a énormément enfin voilà, toutes les bases, on peut les acquérir avec ça. Après, par exemple, meilleur exemple, c'est un Pro Q pour l'ergonomie. Quand on commence vraiment à égaliser, bon, il y a cette bande de Pro Tools qui est pratique, mais on n'a pas accès au Equilibrium qui est vraiment excellent aussi, qui a des courbes vraiment intéressantes de hardware. Voilà, un ou deux bons outils qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, en plus, peuvent être un avantage. Mais encore une fois, c'est quand même la connaissance des outils et de la théorie sans non plus diguer vraiment profondément, mais d'avoir des bases saines pour avoir quelque chose de cohérent quand on travaille. Voilà. Voilà. Le stock plugin suffit dans 90% des cas. Je crois que c'est Blanc-Francard à une époque qui justement démontrait au type, il avait son Euphonix, je crois, et il leur montrait qu'avec un EQ, une petite statue légère bien sentie, un petit truc, bah, on faisait le même tape simulateur de l'époque, le Massey ou je sais plus quel truc, et leur démontrait par A plus B, voilà, avec sa petite chaîne customisée et pure numérique, qui faisait un son qui était très proche. Donc que souvent on fantasme beaucoup. Tel plugin va me faire mieux mixer, comme telle guitare va me faire mieux jouer. Ce qui fait le bonheur des revendeurs de musique. Pour les élèves de ProMix Live, leur donner un petit conseil pour ce qu'ils ont à mixer là. Euh, Domingo Mariani. Alors ne pas hésiter, alors il y a une chose sur ces pistes, c'est déjà il y a des petits défauts sur certains endroits qui sont un bon exercice à virer sans trop abîmer le reste. Ne pas hésiter à recaler un petit peu, il n'y a pas de tempo, c'est un bon exercice, il faut juste ses oreilles et puis pas trop regarder. Quelques petits endroits où les guitares flottent un petit peu et quelques trucs qui ont été laissés comme ça, où les percus, il y a des choses à gérer. Donc ils ont le droit de muter ou pas, on a le droit de mute sur ces choses. Le mix, c'est aussi prendre des décisions. Là, l'exercice, il n'y a pas l'artiste, donc on va faire comme si l'artiste validait le choix de l'ingénieur et donc ils fassent leur proposition un petit peu. Je pense que c'est intéressant. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on va forcément s'en servir. Surtout dans ce genre de cadre d'enregistrement où c'est du live et où ben, le même setup de micro est fait pour les 10 titres et où les choses restent ouvertes. Donc un titre peut jouer quelque chose, c'est pas dit qu'on l'utilisera. Simplement, voilà, arriver, ne pas hésiter à. Comme je te disais, j'ai proposé deux mix, un plus acoustique et un plus expérimental. Donc, à eux de voir un petit peu, c'est l'occasion de faire ou dans l'exercice très acoustique, à le faire à la manière années 60 ou d'une manière moderne, ou est-ce qu'on ça peut être des bons exercices d'arriver à le créer d'une manière vintage, plus moderne, totalement modifié. C'est toujours intéressant de voir un peu les choix esthétiques que les gens feront par rapport à ce qu'ils perçoivent de l'arrangement de base. Oui, ben, merci pour tes conseils. Voilà, On se retrouve le 4 janvier pour le mixage en direct sur ProMix Live. exactement. À bientôt. À bientôt Michel. Merci pour ton Salut. temps. Salut.